dynamiser, disons, on cherche, disons, à dynamiser l'enseignement universitaire au Canada et aux États-Unis. On nous dit donc qu'on doit engager son auditoire. Donc, par accident, j'ai découvert à la une, disons, un des deux grands journaux nationaux du Canada, en prenant l'avion samedi soir, qui disait The unofficial leader of the opposition, le leader non officiel de l'opposition au gouvernement. Et on se demandait quel homme politique, quelle personne politique, est-ce que ça pourrait bien être? Et on laisse tomber et on voit la photo de la juge en chef de la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême du Canada joue à la fois le rôle de Cour de cassation, de Conseil constitutionnel et de Conseil d'État, c'est-à-dire une personne très, très puissante, et on l'annonce comme le véritable chef de l'opposition au gouvernement non officiel. La raison pour cela, c'est que le gouvernement du Canada, le gouvernement Harper, s'est présenté devant la Cour constitutionnelle sur diverses questions. Il y en a 10 grandes questions constitutionnelles devant lesquelles il s'est présenté. Il a perdu 9 des 10 au cours des 5 ou 7 dernières années. Et il a nommé 7 des 9 juges à la Cour suprême du Canada. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement et une dyslogie. Et je crois que cela devrait être, disons, pour nous, et je vais vous parler de ce projet de Cour constitutionnelle internationale, et qui va nous poser un véritable problème d'ordre politique. Et je vais terminer en revenant à cela, disons, en fin, disons, de ma présentation. Alors, premièrement, disons, je me sens un petit peu ici, à être présent ici parmi vous, comme un fraudeur, de vous parler, disons, de quelque chose, d'un instrument qui va protéger la démocratie, protéger l'État de droit, les droits de la personne. Parce que pour moi, il n'y a pas de droit de la personne, il n'y a pas de ces droits universaux fondamentaux dont tout le monde prétend et ce genre de choses-là. Pour moi, je suis hobbesien, il n'y a que le pouvoir et ce qu'on peut arracher du pouvoir. OK? Alors, cependant, je défends férocement les droits de la personne. Et je défends, et je crois que ce projet-ci d'une Cour constitutionnelle internationale est un projet qui mérite d'être étudié en profondeur. Je ne pourrais pas vous prédire s'il va connaître un succès ou non. En juger, disons, par mes capacités de prédire l'avenir, et surtout par mes capacités de choisir les bons numéros au loto, en fin de semaine, mes capacités, je ne ferai pas très, très confiance à ce que je prédirais pour l'avenir de cette idée d'une Cour constitutionnelle internationale. Alors, ce que j'aimerais faire, disons, au cours de cette présentation, c'est le professeur Chadi vous a déjà présenté l'origine, disons, de l'idée, donc je ne reviendrai pas. Mais j'aimerais en revenir, disons, et dans une introduction, présenter le raisonnement soutenant la Cour constitutionnelle internationale, le droit constitutionnel, la démocratie, les obstacles à la création d'une Cour constitutionnelle internationale, avant, disons, de rentrer, disons, dans le vif de mon sujet, et qui est de présenter l'idée d'un droit constitutionnel international qui sous-tend l'idée d'une Cour constitutionnelle internationale, et l'idée d'un droit démocratique international qui sous-tend également, donc, que devrait appliquer cette Cour. Et ce que je vais faire en présentant, disons, ce droit constitutionnel international, ce droit démocratique international, ce n'est pas mes idées. C'est quelque chose que j'ai plagié d'autres auteurs, ce genre de choses-là que j'ai mis ensemble. Et je vais vous présenter, c'est ça la logique qui soutient cette Cour, selon ces auteurs. Lopenajour, Chemily-Gendron, Truchat, etc. Ce que je vais faire par après, c'est que je vais soulever pour vous, qui à mon esprit sont certains problèmes très pratiques, très concrets, de terrain, d'interprétation constitutionnelle, que nous devrons résoudre, okay, pour voir un projet de Cour constitutionnelle aboutir. Parce que je crois, disons, qu'elle pose des problèmes de pouvoir politique entre les juges d'une Cour constitutionnelle et le pouvoir politique.
Et si vous prenez mon point de vue que tout ce qu'il y a, c'est le pouvoir et comment on va se le séparer entre nous, eh bien, nous avons, disons, là, un terrain fertile pour un beau conflit. Alors, un droit constitutionnel international. Cela présuppose déjà certains concepts. Ça présuppose qu'il y a ce droit constitutionnel international. Et comment nous y sommes arrivés, et nous verrons, disons que, selon ces auteurs, ce droit international va prendre les caractéristiques d'un droit constitutionnel. Donc, le droit international, ou certaines parties du droit international, est en train de se mouvoir, de se transformer en certaines parties pour devenir un droit constitutionnel international. C'est-à-dire que ce droit international va déterminer les formes du pouvoir. Et il y aura également, disons, des normes, disons, de droit constitutionnel qui, elles, sont en train de se mouvoir et devenir, disons, des normes, disons, internationales. Alors, on assiste à l'internationalisation du droit constitutionnel et la constitutionnalisation, selon ces auteurs, des normes internationales. Alors, vient s'ajouter à cela, pour complexifier le projet encore plus, un droit démocratique international. L'idée, disons, qu'il y a un droit démocratique, c'est-à-dire qu'il y a, disons, des règles portant sur les modes de désignation du pouvoir. Et ces règles de mode de désignation du pouvoir sont en train de se constitutionnaliser, non seulement au niveau national, mais sont en train de se constitutionnaliser au niveau international, c'est-à-dire que les États ne peuvent pas y échapper. Et, en conclusion, je vous présenterai quelques-uns, disons, des défis et des objectifs. Alors, le raisonnement derrière, disons, cette Cour constitutionnelle internationale, c'est de promouvoir, disons, l'adhésion à des formes constitutionnelles du gouvernement. Et ce que je trouve particulièrement attrayant par cette idée, c'est que ce n'est pas une idée, disons, qui vient des pays, disons, développés de l'Occident. C'est une idée, disons, qui vient des pays en voie de développement. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça va donner, je crois, disons, une mouture particulière, une saveur particulière, une forme particulière à la façon que cette institution verra le jour si elle doit voir le jour et lui permettra de prendre, disons, un certain temps. Parce que ce sont les pays en voie de développement qui ont plus connu, disons, les obstacles, disons, au développement démocratique, au développement, disons, de l'état de droit et au développement, disons, des droits de la personne. Et ces violations, ces obstacles ont souvent été appuyés, disons, de main forte par les démocraties, les états de droit et les pays, disons, promoteurs, disons, des droits de la personne. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, cette Cour constitutionnelle internationale, dans la vision de ces penseurs, doit nous fournir un mécanisme qui nous permettrait de condamner les pratiques non démocratiques de certains régimes, des dictatures, de ces pseudo-démocraties qui utilisent des techniques électorales, des listes de scrutin uniques ou un choix unique, dans le décomptage des voix, des méthodes de mise en candidature fermée. Et en parlant de mise en candidature fermée, où les choix sont faits pour nous et nous, mon université est experte dans le domaine. Okay? Lorsque nous devons élire des personnes et des comités, ce genre de choses-là, c'est extraordinaire comment l'administration s'arrange pour avoir des choix qui sont déjà tout faits. Okay? Et moi, je m'amuse à leur dire, dans les années 80, lorsque j'étais étudiant à la faculté de droit, j'ai suivi un cours, disons, sur la reconnaissance, disons, des pratiques pseudo-démocratiques. Okay? Une d'elles, okay, c'est on impose le choix, mais l'autre, c'est d'avoir un très grand corps, élire le représentant pour un très petit corps. Okay? Et cela, donc, on peut noyer le choix, disons, des individus de ce petit corps dans le plus grand corps. Alors, toute une série, disons, de techniques, je n'ai pas besoin, disons, de vous en dire plus à ce sujet-là. Et je crois que les administrations, les institutions
sont des fois les plus grands pécheurs au niveau de la démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est le droit constitutionnel? Donc, on va faire du B.A.B.A. parce que je crois que c'est important, disons que le droit constitutionnel est ce qui va déterminer la relation entre les gouverneurs, ceux qui règnent, et les gouvernés, c'est-à-dire ceux sur qui on règne. Alors, ça va déterminer qui peut exercer le pouvoir, qui peut être un gouverneur. Nous pouvons avoir une démocratie, nous pouvons avoir une monarchie, toutes les diverses formes. Ça détermine comment le pouvoir sera organisé, c'est-à-dire le constitutionnalisme de l'État. Notre constitutionnalisme peut être une lecture des entrailles des lois sacrées, ou notre constitutionnalisme peut être l'état de droit, la règle de droit que l'on va suivre. Et également, le droit constitutionnel détermine les limites, s'il y en a, s'il doit y en avoir, sur l'exercice du pouvoir. On peut penser à une monarchie absolue, on peut penser au régime de libéralisme où les droits de la personne, tels les libertés et l'égalité, ont le droit de citer. Alors, pour moi, disons, dans tout cela, qu'on regarde, disons, le pouvoir, qu'on regarde, disons, l'état de droit, qu'on regarde, disons, le mode de désignation du pouvoir, les limites sur le pouvoir, je crois qu'il faut se rendre compte, disons, qu'on est en train de traiter, disons, des questions, disons, de pouvoir. Et le pouvoir, lui, ultimement, va desservir les intérêts, disons, de l'argent. Les naïfs, dont moi, okay, et je suis extrêmement naïf de ce côté-là parce que je suis idéaliste, pensons que les principes peuvent compter pour quelque chose. Okay? On pense. Okay? C'est ça qu'on fait. Nous sommes des universitaires, donc nous pensons. Et c'est pour cela qu'on devient prof d'université, parce que nous sommes naïfs, nous sommes idéalistes. Okay? Et on croit que le droit constitutionnel, viendra contrôler ce pouvoir. Et on croit que le droit constitutionnel pourra édicter, disons, de sui generis, disons, des normes sur l'exercice du pouvoir. Okay? Mais rappelons-nous très clairement que ces normes constitutionnelles ne sont pas l'exercice de notre imaginaire humain. Okay? Leur caractère obligatoire des droits de la personne, de l'état de droit, de la démocratie, vient d'un exercice de rhétorique qui les soutient. Okay? Si nous cherchons à convaincre le monde que notre idée, elle est bonne, elle est universelle, et après un certain temps, on a toute une Église qui nous suit et on peut convertir le monde. Alors, il ne faut pas confondre cela. Alors, ça, c'est la première chose. Disons, il faut se rappeler, disons, d'où viennent ces idées et quels intérêts elles desservent. Deuxièmement, il y a une grande confusion, selon moi, dans ce concept, disons, dans les assises de la Cour constitutionnelle internationale. Et la confusion est entre l'état de droit, le libéralisme et la démocratie. Et je crois que cette Cour constitutionnelle internationale va sombrer si elle essaie de tout faire. Et c'est pour cela qu'il faudra restreindre et penser très critiquement au cours des quelques prochaines décennies. Je parle bien de quelques décennies, pour créer une Cour constitutionnelle internationale. Nous, on a eu les droits de la personne après quelques siècles, des écrits de Hobbes, de Locke, de Rousseau, etc. Alors, on peut être patient pour la création d'une Cour constitutionnelle internationale et d'écrire et de mener la discussion. Alors, c'est qu'il y a cette confusion entre l'état de droit, la démocratie et les droits de la personne. Ce sont pour moi trois concepts très, très, très différents. C'est vrai, et on risque de les confondre parce qu'ils apparaissent un petit peu simultanément ou très tôt dans le temps et s'accompagnent, disons, dans les mêmes pays, disons, dans leur apparition dans le monde de l'Occident. Et pour moi, l'état de droit n'a aucun contenu matériel. C'est un concept purement formel. C'est tout simplement un État qui suit des règles et qui agit selon des règles. Les règles peuvent être injustes, elles peuvent être infamantes, mais nous pouvons avoir un État qui agit de façon non arbitraire, de façon injuste, en suivant des règles. Alors, on ne peut pas faire de l'état de droit le pendant des droits de la personne, du constitutionnel. L'état de droit et le constitutionnalisme sont seulement des façons de faire quelque chose. Deuxième chose, démocratie. La démocratie, c'est le démos kratos. Il n'y a rien de magique là-dedans. Le kratos, c'est le pouvoir, par le démos, le peuple. Le peuple désigne le pouvoir. Il peut le faire de n'importe quelle façon qu'il le veut. Le scrutin par les urnes est tout simplement un accident de la désignation du pouvoir par les urnes. Et il n'y a aucun lien entre démocratie et état de droit. Troisième point, le libéralisme. C'est la liberté et l'égalité.
Et là, il faudrait peut-être parler de, si nous voulons parler, disons, de liberté-égalité, et liberté-égalité matérielle, ou seulement une égalité, une liberté formelle. Alors, pour diverses raisons, moi, je vais préférer une liberté, une égalité matérielle. C'est-à-dire, donc, on doit intervenir sur le terrain pour changer les règles de jeu et pour faire certain que les désavantagés puissent partir de la même ligne de départ. Alors, il y a ces trois concepts donc, qui font des choses extrêmement différentes. Et en anglais, disons dans le milieu anglophone, on parle de thick and thick concepts. Des concepts, des conceptions maigres ou des conceptions épaisses. OK? Et moi, je prône une conception mince. OK? Régime minceur ou le rasoir d'Occam, disons, pour tous ces concepts. Donc là, pour moi, la démocratie, régime minceur, c'est tout simplement un mode de désignation du pouvoir. Le constitutionnalisme, c'est tout simplement, disons, des règles qui décrivent l'exercice du pouvoir. Et j'ai une conception très mince du libéral. Mais là, à l'opposé, pour le libéralisme, j'ai une conception épaisse de l'égalité et de la liberté, parce qu'on doit mettre beaucoup dedans. Ce n'est pas un régime. Alors, il y a des contrats. Il ne faut pas prendre ce que je dis tous dans le même sens. Il y a un grand bémol qu'on doit mettre sur la façon que j'aborde, disons, le libéralisme, qui est très différent de la façon que j'aborde la démocratie et l'état de droit. Alors, nous voyons, quels sont, disons, les trois, et donc pour la création d'un groupe constitutionnel international qui va traiter avec ces concepts et donc qui manque beaucoup de clarté selon moi. Et quels sont, disons, les défis à cela? Disons, mais nous avons trois grands absents. Et les trois grands absents, disons, pour une cour constitutionnelle internationale, sont, selon moi, disons, des normes constitutionnelles internationales. On peut dire qu'elles sont en voie de naître si elles vont naître. Okay? Leur naissance n'est pas du tout garantie, disons, même si on peut voir un certain mouvement dans cette direction-là. Ensuite, il y a la relation entre le constitutionnalisme et la démocratie, qui, pour moi, disons, est une relation absente. Il n'y a aucun lien nécessaire entre les deux, et on cherche à imposer une relation. Et troisièmement, il y a la relation entre le constitutionnalisme et les droits de la personne. Je vais essayer de tenter de parler, disons, de certains de ces aspects-là, et je vais finir, disons, ma présentation, et dans à peu près une vingtaine de minutes, je vais vous parler pendant une quarantaine de minutes, somme toute, et donc vous aurez l'occasion de parler amplement de questions, vous aurez l'occasion de poser des questions, et dans cette discussion, je pourrais peut-être, disons, amener, disons, de nouveaux éléments, mais j'aimerais, disons, finir, disons, avec 4 éléments qui posent pour moi un défi pour cette Cour constitutionnelle internationale qui doit garantir dans la démocratie. Premièrement, le problème du gerrymandering, qui est le problème du découpage des circonscriptions électorales afin de prédéterminer le gagnant ou de prédéterminer le perdant. Deuxièmement, c'est la question du financement politique des campagnes électorales. Troisièmement, va être la question de la représentation raciale et de genre dans les assemblées élues, pour qu'elles représentent, disons, la courbe démographique, le profil démographique de la population qui a droit de vote. Quatrièmement, va être un nouvel élément, disons, va être l'identification, disons, des personnes allant aux urnes, la question, donc, pour prévenir la fraude électorale. Alors, est-ce qu'il y a une normativité constitutionnelle internationale, selon ces auteurs? Oui, on y arrive à travers le droit constitutionnel domestique, et nous pouvons voir, disons, qu'il y a des règles fondamentales qui gèrent l'utilisation du pouvoir politique dans l'État-nation, et que ces règles-là ont une tendance, disons, à faire tache d'huile, à aller s'établir, et on les retrouve ailleurs. Alors, l'État-nation, lui, disons, qui a un concept
fondamentale, disons, c'est la souveraineté nationale et également, disons, l'autonomie, disons, de l'État sur une sphère géographique. Alors, il va y avoir, disons, des difficultés auxquelles on aura à composer à ce niveau-là. Et ensuite, il y a également l'internationalisation du droit constitutionnel, c'est-à-dire que des normes internationales vont s'appliquer, disons, au comportement, disons, des États dans leur comportement interne de l'État, qui pose une certaine difficulté. Et donc, nous appliquerons des normes internationales à des comportements, disons, nationaux. Alors, il faudra trouver là-dedans, disons, ce que ces chercheurs prétendent faire, trouver un transconstitutionnalisme ou un interconstitutionnalisme, qui sont des normes de validité constitutionnelle universelle et qui peuvent gérer le comportement constitutionnel national de l'État. Et c'est ça, la nouvelle revendication qui est faite par ces chercheurs. Alors, je me pose la question, c'est qui crée ces États, ces nouvelles normes constitutionnelles transnationales? Est-ce que ce sont des États, ce sont des assemblées, ce sont des cours nationales ou internationales? Donc, il y a un problème, disons, de ce niveau-là. Et il semble, disons que... Et ensuite, je me pose la question, quelle norme constitutionnelle, parmi toutes les normes constitutionnelles que nous avons, aurait une validité universelle, une universalité transnationale? Donc, une validité transnationale. Donc, pour moi, ce sont des difficultés, je ne trouve pas, disons, de réponse. Et je vais vous donner la réponse que donnent ces chercheurs. Pour moi, disons, cela pose, disons, ce droit constitutionnel international pose un grand défi parce que c'est une ingérence au niveau le plus profond dans les affaires internes, disons, de l'État-nation, Cambodge, etc. Donc, de nombreux pays, il y a eu, disons, des interventions. Et on voit, disons, un phénomène, disons, de constitution internationalisée où des constitutions sont rédigées, élaborées dans ces pays sous le parapluie, sous la surveillance, si l'on veut, disons, des Nations Unies. Et donc, ces constitutions commencent à recevoir, disons, des termes, disons, des clauses qu'on reconnaît un petit peu à droite, à gauche dans toutes les constitutions et que maintenant, parce qu'on les trouve un petit peu partout, on ne songerait pas à faire une constitution sans qu'elles aient ces normes-là. Et donc, ça devient coutumier. Moi, je préférais peut-être par moment, disons, de parler, disons, d'un droit constitutionnel international coutumier. On est en train d'établir une certaine coutume. Ces constitutions internationalisées ne sont pas tellement, disons, de la coutume, mais sont plutôt, disons, le produit d'un rapport de force entre certains États qui ne veulent pas que ces petites guerres explosent, viennent troubler leurs relations diplomatiques, économiques, etc. Je crois que l'analyse doit être plus complexe à ce niveau-là. Et donc, mais paradoxalement, le pouvoir lui-même, en agissant comme cela, vient appuyer la notion de la constitutionnalisation du droit international. Et donc, il s'est un petit peu, disons, pour ses propres intérêts, il appuie le droit, la constitutionnalisation du droit international, mais est également tranquillement en train de se mettre les menottes aux mains, me semble-t-il. Alors, c'est le paradoxe, me semble-t-il, autour, disons, de l'utilisation du pouvoir pour placer des limites autour de l'exercice du pouvoir étatique. Et cela, disons, est, me semble-t-il, possible grâce, disons, à la rhétorique et donc on par un certain discours, on amène les populations à appuyer certaines valeurs qui font à leur tour pression sur les gouvernements, qui créent, disons, des mouvements, des dynamiques, et les sociologues politiques pourront vous en parler facilement, disons, comment ces mouvements-là s'établissent. L'internationalisation du droit constitutionnel également, disons, pourra aller, disons, s'appuyer sur d'autres instruments internationaux, tels que la Déclaration universelle, disons, des droits humains, l'article 21,
tels que le pacte sur les droits civils et politiques, le pacte international des droits civils et politiques. On va se reposer sur le pacte pour l'élimination, disons, de toutes les formes de discrimination raciale. On va se reposer sur la Convention pour l'élimination des formes de discrimination contre les femmes, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc, on a une foule d'instruments internationaux qui témoignent de cette internationalisation du droit constitutionnel et qui incarnent en elle, disons, des principes de droit constitutionnel. Je vais passer par-dessus certaines choses qui sont des questions, disons, de détail, vraiment, disons, qui illustrent certains, disons, de ces propos. Et également, disons, on assiste à une certaine internationalisation du droit constitutionnel dans le domaine et de la consolidation de certains principes du droit international. Lorsqu'on regarde le phénomène de décolonisation et de l'égalité, disons, des races et de la condamnation, disons, que ces régimes ont eu, et dont ils ont fait l'objet, je dirais, et en affirmant, disons, le droit des peuples à l'autodétermination et le droit à l'égalité. Et donc, on a une certaine, on peut dire, disons, oui, on peut voir dans ce mouvement-là, il est fervent d'une Cour constitutionnelle internationale, utilise cela comme un moyen pour démontrer, disons, qu'il y a une certaine constitutionnalisation du droit international qui est en train, disons, de s'opérer. Alors, les réclamations de la décolonisation viennent justifier, selon eux, cette idée que le droit constitutionnel est en train, disons, de s'internationaliser, ou le droit international est en train de devenir un droit constitutionnel également. Et donc cette condamnation également, disons, un autre de la discrimination raciale, tout cela a des conséquences, des implications pour la possibilité au droit de la démocratie. Et cela, je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on condamne, disons, le colonialisme d'un pouvoir extérieur, qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer, disons, la logique hégélienne du maître et de l'esclave et de condamner, disons, le colonialisme par un pouvoir intérieur? Okay? Et donc, il y a une certaine logique déconstructive qui s'applique, et disons, et ça, je reconnais, disons, que je crois que les promoteurs de cette idée ont bien reconnu dans cette logique de la décolonisation qui semble conduire, disons, à une idée de la démocratie, et que les peuples ont alors le droit de choisir leur chef, par un moyen ou un autre. Un autre élément de cette internationalisation du droit constitutionnel porte sur la démocratie et les élections. Auparavant, les démocraties, la mode de désignation du pouvoir par les urnes, okay, était uniquement garantie par le droit interne, le droit national. Et selon les promoteurs de la Cour constitutionnelle internationale, ces normes démocratiques se libèrent de leur domination de l'État et retrouve une certaine reconnaissance au niveau international. Et donc l'État, lui, ne domine plus le mode de désignation du pouvoir. Le mode de désignation du pouvoir doit répondre lui aussi à des mécanismes, à certains mécanismes qui répondent à des normes internationales. Alors, on va lier la reconnaissance internationale de ces États avec leur reconnaissance, disons, de certaines garanties internationales, et la Cour constitutionnelle internationale doit venir appuyer ce mécanisme, ce mouvement vers la démocratie, et faciliter le mouvement vers la démocratie. Le droit international, lui, je ne vous ferai pas, disons, disons, des cours, disons, sur le droit international, mais il faut se rappeler, donc, qu'à certains moments, le droit international, il n'y en avait pas. Ben, disons, des plus simples, disons, au
On a eu, disons, des gars qui ont su vendre leur salade. Hugo Grotius, entre autres. Il écrit des bouquins, il dit oui, il y a cette idée. Ouais. Le droit des gens. Ouais, le droit des gens, disons, et tout cela. OK? Alors, on a, disons, et le monde saisit ces idées, et il voyage avec, on en parle, on en discute, et ce qui était tout simplement une idée, tout d'un coup, nous apparaît comme naturel, aussi naturel qu'une fleur dans les champs. Et on se demande pourquoi, disons, les États ne sont pas en train de respecter les fleurs dans les champs. C'est parce qu'il n'y a pas de fleurs, c'est une illusion. OK? Mais, par la force des choses, on utilise la rhétorique pour mener à limiter le pouvoir de l'État. Et il me semble que nous sommes, disons, dans cette même période de transit. Nous sommes potentiellement. Je ne veux pas dire que nous sommes dans une période de transition. Il se peut, avec un regard arrière, dans 100 ans, dans un siècle, que nous pourrons dire aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition dans le mouvement de l'internationalisation du droit constitutionnel. OK? Au niveau, disons, des droits de la personne, de leur intégration dans les constitutions, au niveau du droit pénal. Au niveau du droit pénal, ça c'est assez clair, ça se produit. Au niveau des droits de la personne, ça se produit. Mais est-ce que ça se produit au niveau du droit constitutionnel? Là, c'est la grande question. On ne peut pas le savoir. OK? Et si on se pose la question, mais c'est comme aimer. Si on se pose la question que si on aime, est-ce qu'on aime vraiment? Ou est-ce que se poser la question, c'est de détruire l'amour? Alors, on n'est pas dans cette question, disons, de droit constitutionnel. Disons, on ne peut pas se demander si le droit constitutionnel vraiment s'internationalise. C'est quelque chose que l'on fait. Okay? Et également, disons, pour la démocratie, est-ce que la démocratie est en train, disons, de s'internationaliser? Alors, je vous avais déjà dit que je prônais une conception mince, le régime mince à rasoir d'Occam pour la démocratie, mais que je concevais par contre j'avais par contre une conception épaisse, okay? A thick conception of human rights, of liberty and equality, et une conception régime minceur, disons, de l'état de droit. Okay? Et il me semble, disons, qu'au lieu de faire une conflation et de imbriquer les droits de la personne avec la démocratie, avec l'état de droit, il faudrait peut-être plutôt penser, disons, à des diagrammes Venn et voir le point d'intersection. Quel est ce domaine où ces trois domaines vont venir se recouper et peut-être mener la réflexion dans ce domaine-là. Et de se demander quels sont les éléments communs que nous retrouvons à ces aspects-là, qui pourraient servir de base pour définir la compétence, la juridiction, éventuellement, d'une Cour constitutionnelle internationale. Alors, je ne vais pas vous parler, disons, de la supériorité du droit de la démocratie, dont tous ces auteurs reprônent, l'internationalisation du droit constitutionnel, ce sont des éléments dont j'ai déjà parlé. Je voudrais seulement venir, disons, peut-être à mon dernier point que je voudrais peut-être soulever, disons, cette Cour constitutionnelle internationale doit protéger la démocratie. Moi, je me pose la question, parce que je suis philosophe, quelle démocratie? Et je m'étais posé la question un petit peu en farceur intellectuel au début. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte en disant que peut-être c'était pas une blague de se poser cette question-là. Et je vous pose, et je crois que je vais soulever quatre problèmes, 4 défis, et je vais terminer avec cela. Et je ne sais pas comment une Cour constitutionnelle internationale traiterait de ces défis. Mais pour moi, ils sont fondamentalement importants parce qu'ils traitent des rapports de pouvoir à l'intérieur, disons, de l'État.
Et en parlant, disons, des rapports de pouvoir à l'intérieur de l'État, j'aimerais seulement ouvrir une parenthèse. Je crois que les plus grands critiques de l'idée d'une Cour constitutionnelle internationale vont être les juges des Cours constitutionnelles nationales. Parce que ils perdront leur pouvoir d'avoir le dernier mot. Et c'est-à-dire qu'ils devront se soumettre, dans leur interprétation constitutionnelle, à des normes qui viendront, disons, de l'extérieur. Okay? Et cette transformation, disons, dans la pensée de personnes qui ont l'habitude d'avoir le dernier mot et d'avoir raison parce qu'ils ont le dernier mot, et non d'avoir le dernier mot parce qu'ils ont raison, va poser un véritable défi aux cours constitutionnelles, à une Cour constitutionnelle internationale, parce que les joueurs de la Cour constitutionnelle nationale et de toutes les cours constitutionnelles nationales vont se voir soudainement relégués à un deuxième plan sur des points, des questions importantes. Je vais vous en soulever 4. Premièrement, le gerrymandering. C'est les découpages des circonscriptions électorales afin de garantir, et ça c'est la beauté du gerrymandering, okay? Afin de garantir que son opposant va gagner dans une circonscription à une majorité écrasante, 90% systématiquement d'année en année. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on découpe son territoire, sa circonscription électorale, où on va gagner confortablement avec 55% des voix. Comme le disait le père de John Fitzgerald Kennedy, le père du président Kennedy aux États-Unis, n'achète pas un vote de plus dont tu as besoin parce que je n'ai aucunement envie de payer pour une avalanche de votes pour toi. Une victoire électorale d'une avalanche, j'en ai pas besoin. OK? Alors, c'est cela la beauté du gerrymandering. Okay? Alors, et en 2012, les démocrates ont eu aux États-Unis, dans l'élection ont eu pour l'élection à la Chambre des députés, la Chambre du Congrès, les députés au Congrès, 1,4 million de voix de plus que les républicains. Cependant, les républicains ont eu la majorité des fauteuils, 234 pour 201. C'est-à-dire une différence de 33 sièges. C'est plus qu'une différence mathématiquement, statistiquement insignifiante. C'est une différence statistiquement très signifiante. Okay? Et est-ce qu'une cour électorale une cour constitutionnelle internationale devrait avoir compétence sur une question de gerrymandering à cet État-là, dans un État démocratique à cette échelle? Et rappelons-nous que la Cour constitutionnelle des États-Unis, okay, la Cour suprême, disons, des États-Unis, okay, a dit qu'on ne pouvait pas créer des commissions électorales indépendantes qui, elles, détermineraient les circonscriptions électorales parce que le pouvoir suprême législatif réside dans l'Assemblée de l'État. Et l'État doit être capable de contredire ce que fait, disons, tous ces comités, etc., à moins qu'il y ait une norme constitutionnelle qui vienne interdire cela. Okay? Alors, c'est posé, pour moi, une véritable question, et le juge en chef présent de la Cour suprême des États-Unis, le juge en chef John Roberts, a déclaré inconstitutionnelles diverses tentatives par des États de créer des commissions indépendantes qui définiraient les circonscriptions électorales. Okay? Alors, nous voyons le droit, une rhétorique constitutionnelle qui vient légitimer une inégalité de pouvoir au nom de l'État, au nom du constitutionnalisme de l'État de droit. Les causes comme ça sont légion. Deuxième petit problème on devrait poser, est-ce qu'une Cour constitutionnelle devrait avoir une question sur ceci? Parce que pour moi, le gerrymandering touche fondamentalement la démocratie. Je ne parle pas des pays du tiers-monde, des pays du deuxième monde.
Moi, je m'intéresse à la démocratie dans mon pays. Est-ce qu'une Cour constitutionnelle devrait avoir? Et les problèmes, disons, des Canada et des États-Unis sont absolument les mêmes. Deuxième problème, le financement des campagnes électorales. Fameux arrêt, disons, de la Cour suprême des États-Unis, Citizens United contre Federal Election Commission de 2010. Et le juge en chef Roberts nous dit, de sa bouche même, money is speech. L'argent, c'est la parole. D'accord. Il annonce clairement ce que nous savions déjà tous, que l'argent, c'est le pouvoir. Au moins, même si je ne suis pas d'accord avec les raisonnements de John Roberts, juge en chef, au moins il a eu la décence, l'humanité, la transparence, la clarté de dire cela en pleine salle, pour que tout le monde le sache, que dans le domaine des élections, la liberté de parole était la liberté de l'argent. Alors, on peut créer tous les comités qu'on veut pour promouvoir des candidats du moment qu'on ne fait pas partie de la campagne de ce candidat-là. Alors, nous voyons les frères Koch, des multimilliardaires aux États-Unis, qui subventionnent à coût de centaines de millions de dollars la campagne des républicains. Okay? Mais on ne fait pas campagne pour un candidat. On a mis sur pied un comité indépendant qui va promouvoir certaines idées. Et au nom de la liberté de parole, je peux dépenser tout l'argent que je veux. Parce que l'argent, c'est de la parole. Est-ce qu'une Cour constitutionnelle internationale devrait avoir juridiction, compétence sur cette question? Je crois qu'il faudra y réfléchir un tout petit peu. Troisième question. Les disparités de genre et de race. La race? Eh bien, les questions raciales aux États-Unis, je ne sais pas vous entendre la poser, c'est un impact sur le système de justice pénale. Et vous savez que dans plusieurs États aux États-Unis, si on est trouvé coupable, disons, d'une infraction pénale grave, ce qu'on appelle a felonious crime, on perd son droit de vote. On ne peut plus voter, c'est ça. Alors, qui perd son droit de vote? Alors, aux États-Unis, les Noirs forment à peu près 12% de la population, mais sont arrêtés, figurent dans 40% des arrestations par la police, donc c'est-à-dire par un facteur de 3, ils sont arrêtés que je figure encore la police, constituent 50% de la population dans les prisons américaines, et 50%, disons, des personnes, disons, sur death row, qui attendent, disons, la peine capitale, l'application de leur peine capitale, sont des Noirs. Et alors, et si on prend en compte qu'un jeune noir, un jeune homme noir aux États-Unis a énormément de chances, à 90% de chances d'être arrêté, contrôlé par la police avant qu'il ait 21 ans. Pensez-y, un blanc a 12% de chances. C'est absolument incroyable, ces statistiques-là. Et alors, disons, la discrimination raciale vient enlever le droit de vote à toute une classe de citoyens, les Noirs. Et si les Noirs n'ont pas d'habitude de voter pour mon parti, mais ont l'habitude pour voter pour l'autre parti, bien pourquoi est-ce que je voudrais changer la loi qui les défavorise électoralement, qui enlève leur droit de vote parce qu'ils ont été trouvés coupables d'un crime grave, le felonious crime. Okay? Est-ce qu'une Cour constitutionnelle internationale devrait avoir juridiction compétente sur cette question-là? Okay? Lorsque ce n'est pas intentionnellement qu'on va discriminer vers les Noirs, mais l'effet de la discrimination est systémique pour les Noirs. Et les femmes, qu'est-ce qu'on doit faire pour les femmes? Lorsque notre corps électoral, le corps des élus, représente à 83% des hommes,
Et tandis que les femmes constituent 51% de la population. Est-ce qu'on devrait avoir des règles qui devraient dire que nos corps représentants devraient représenter plus ou moins adéquatement le découpage démographique de notre population? Question à débattre. Est-ce qu'une Cour constitutionnelle devrait avoir question sur cela? Et quoi faire du Vatican dans ce cas-là? Intéressant, le Vatican. Aucune femme, il se reproduit comme État. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, maintenant, autre question que je me pose aux Cour constitutionnelle internationale. La fraude électorale, les allégations de fraude électorale, elles sont légion aux États-Unis. Vous parlez à un républicain, il y a de la fraude électorale, etc. Et on doit mettre, pour prévenir la fraude électorale, on doit mettre en place un système d'identification des personnes votantes qui vont aller aux urnes. Et donc, vous devez produire une carte d'identité préparée par le gouvernement. Alors, vous avez tous vos cartes d'identité. Oui, carte d'identité nationale. Canada et États-Unis n'existent pas, on ne veut pas savoir, on n'en veut pas. Merci beaucoup. OK? La chose la plus proche qu'on a quelque chose comme cela, c'est notre permis de conduire. Okay? Si on n'a pas de permis de conduire, on n'est pas obligé d'en avoir un. Merci beaucoup. Okay? Et on a une carte de santé nationale, une carte de santé. Okay? Et on a refusé au gouvernement de joindre la carte de santé au permis de conduire. Non, ça va faire l'État papa. Non, on n'en veut pas. Merci beaucoup. Alors, on a deux morceaux de plastique là, permis de conduire, carte de santé. Ah oui, carte numéro d'assurance nationale. Oui, j'en ai une troisième carte, etc., etc. Et ces banques de données gouvernementales ne peuvent pas communiquer entre elles. C'est interdit, disons, par le commissaire de la vie privée, la loi, etc., etc. Alors, on doit créer une carte, disons, spéciale émise par le gouvernement pour contrôler l'accès aux urnes. Parce qu'on veut prévenir la fraude électorale. Alors, cette carte va être une carte du gouvernement que vous avez déjà reçue. Soit votre permis de conduire, soit votre carte de santé, soit votre carte d'assurance sociale, soit une carte spéciale que le gouvernement va vous émettre. Okay? Alors, qui sont les personnes qui n'ont pas une pièce d'identité déjà offerte par le gouvernement? Ce sont les pauvres, ce sont les femmes, ce sont les noirs, les personnes de couleur, etc., etc. Et ce sont ces personnes-là qui n'ont pas l'habitude de voter pour le parti au pouvoir, qui votent pour l'opposition. Alors, le parti au pouvoir, lui, veut créer, disons, des règles pour exclure toute une classe, disons, de personnes au nom, disons, de la fraude électorale, lorsque, je crois, on a pu retrouver 76 causes de fraude électorale aux États-Unis. 76, s'il vous plaît. Lors des dernières élections, on a eu 80 millions de personnes votantes. Et 76, c'est trop, sur 80 millions, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'une Cour constitutionnelle devrait avoir compétence sur ce genre de questions-là? Ou l'effet de la règle non discriminatoire, supposément neutre, est un effet d'exclure une classe de la population. Et les effets de ces règles-là, donc si on prend en ligne de compte l'argent, okay? On prend en ligne de compte le gerrymandering, on prend en ligne de compte l'identification, on prend en ligne de compte, disons, les conséquences, disons, du profilage racial, etc. Nous avons systématiquement exclu une grande classe de personnes de participation à la démocratie. Et pour moi, la question, est-ce qu'une Cour constitutionnelle devrait avoir compétence sur cela? Alors moi j'ai dit, l'argent a son tribunal international, l'argent a l'OMC, et a ses règles pour régler leurs petits conflits d'argent. Moi, je crois qu'on devrait avoir une Cour constitutionnelle internationale également pour régler les questions de démocratie, des droits de la personne et d'état de droit. Mais je crois aussi qu'on est mieux de bien analyser ce dont nous voulons créer pour être certain que ça aura un effet positif à long terme. Je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. On va passer.